pour les personnes qui sont sur le groupe, la sophrologie pour les enfants, j'ai décidé ce soir de vous proposer un live d'1 heure, donc qui va avoir lieu jusqu'à 21h30, qui vous permet de poser vos questions sur la pratique de la sophrologie auprès des enfants. Sachant que ça peut être tout type de questions, que ce soit des questions sur la pratique en elle-même, c'est-à-dire les exercices, les techniques, les comptes, sur la posture à avoir, sur des problématiques que vous avez rencontrées quand vous avez accompagné des enfants, sur le démarchage, voilà. Peu importe le type de question. C'est ouvert et pendant 1 heure, l'idée c'est de répondre à toutes vos questions. Je précise quand même que je n'ai pas de vérité universelle, donc je vais vous faire part de mon expérience, de ma vision des choses, mais peut-être que d'autres personnes auront d'autres expériences et d'autres visions. Donc voilà, ce que je vous dis, ça n'engage que moi. Et je n'ai pas la prétention d'avoir une vérité universelle et de vous donner des réponses voilà, qui vont peut-être convenir à tout le monde. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, j'ai comment je vous partage mon expérience avec joie ce soir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'aimerais me présenter déjà, puisque ben, on ne se connaît pas, ou on se connaît peut-être juste sur les réseaux sociaux. Du coup, moi je m'appelle Sarah Nedelec, je suis sophrologue, certifiée RNCP et j'exerce en cabinet depuis 2016. Dans ce cabinet, je reçois beaucoup d'enfants pour des séances individuelles. Je me suis spécialisée sur les enfants et sur les ados, puisque j'ai vu que voilà, j'en avais beaucoup. Je me suis donc spécialisée dans différents organismes, enfin en tout cas en suivant différentes formations de spécialisation à l'époque, en 2016 jusqu'à 2020. Et je reçois également au cabinet des adultes, voilà, tout type de public pour tout type de problématiques. En parallèle du cabinet, j'interviens dans différentes structures. Récemment, il y avait les EHPAD, et puis il y a aussi un centre de loisirs dans lequel j'interviens depuis 2019, donc ça va faire maintenant 4 ans, tous les mercredis matins pour des séances de groupe qui sont dédiées aux enfants du centre de loisirs. Et là, ça va être des enfants allant de la grande section de maternelle jusqu'au CM2. Et c'est justement cette expérience auprès des enfants en centre de loisirs qui m'a beaucoup appris, qui m'a également beaucoup challengée, et ben, qui m'a permis de créer ce groupe Facebook maintenant parce que je me sens suffisamment à l'aise pour peut-être vous partager mon expérience et pour répondre à vos questions. Voilà. Du coup, les présentations sont faites. Donc comme je vous le disais, l'idée c'est d'échanger ensemble jusqu'à 21h30 sur vos questions. J'ai rien préparé de spécial, c'est de l'impro. Ça veut dire que, en gros, vous êtes libre de poser vos questions en commentaire. Je les lis. S'il y en a beaucoup, je ferai peut-être une sélection, mais en tout cas, s'il y en a peu, je les lis. Et je fais de mon mieux pour vous répondre. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi interagir et ajouter leur expérience et partager aussi des choses, et bien évidemment, c'est pas à sens unique, donc vous êtes tout à fait libre de le faire via les commentaires. Et voilà, on pourra aussi s'enrichir comme ça de nos expériences respectives. Donc, pour les personnes qui sont déjà en ligne et qui ont des questions, tout type de questions sur la pratique de la sophro auprès des enfants, et ben lancez-vous à vos claviers. Et puis voilà, et puis c'est parti. Alors du coup, vive l'impro. Est-ce que j'improvise souvent avec les enfants? C'est une bonne question. Au début de ma pratique avec les enfants, je n'improvisais pas du tout, par peur d'être à court d'idées ou de faire n'importe quoi. Mais ça m'est arrivé ces derniers temps, avec l'expérience, voilà, de ne plus forcément préparer au millimètre mes séances. Et à l'intérieur d'une séance qui a une thématique bien donnée, oui, ça m'est déjà arrivé de créer des techniques improvisées ou d'improviser une histoire au dernier moment, voyant que celle que j'avais prévue ne convenait pas aux besoins des enfants. Donc ça arrive, c'est possible. Ça demande de l'adaptabilité, ça demande du lâcher prise, mais
c'est tout à fait possible. Alors, voilà, Nadine, j'espère que ça répond à ta question. Et puis bonsoir, hein, bonsoir aux personnes qui arrivent petit à petit. Je ne pourrais pas vous dire bonsoir à tout le monde, mais en tout cas, je suis ravie que vous nous rejoigniez. Audrey, j'accueille des enfants de quels âges? Eh bien souvent, quand on est en formation de sophro, on apprend qu'on peut pratiquer la sophrologie à partir de 5 ans. Et je trouve que c'est plutôt vrai, euh, dans la mesure où l'enfant doit être en mesure d'exprimer déjà certaines sensations et certains ressentis. À partir de 5 ans, généralement, ils arrivent à le faire. Donc pour ma part, je les reçois à partir de 5 ans. Ça m'est arrivé de recevoir des enfants âgés de 3 ou 4 ans. Mais généralement, ça dépend beaucoup de la maturité de l'enfant et voilà, de son caractère, de où est-ce qu'il en est dans l'expression de ses sensations. Et puis ce que je considère enfant pour moi, c'est jusqu'à la classe de CM2, donc jusqu'à à peu près 10-11 ans. Et donc au centre de loisirs, bah voilà, comme je le disais, j'ai des groupes par classe d'âge, enfin par classe et par âge du coup. Donc je reçois pendant 6 séances des grandes sections de maternelle, puis ça s'arrête, puis pendant 6 séances des CP, ça s'arrête, pendant 6 séances des CE1, etc. jusqu'au CM2. Donc en gros, ils ont entre 5 à 10-11 ans. Alors, j'ai vu une question intéressante. Karine, des groupes de combien d'enfants maximum conseilles-tu? Eh bien, j'ai envie de dire, ça dépend. Si tu animes, ou si vous animez, je sais pas, on peut peut-être se tutoyer. Si tu animes des séances de groupe avec des enfants et que tu es seul avec eux, ce qui est mon cas au centre de loisirs, c'est-à-dire que je n'ai pas d'animateur avec moi pour encadrer le groupe. Si c'est ça, honnêtement, je trouve que le chiffre parfait, c'est 6 enfants. Jusqu'à 8 enfants, ça reste réalisable sans trop de difficultés. Au-delà de 8, ça commence sérieusement à se compliquer, puisque l'effet de groupe fait qu'il y a une énergie qui va demander peut-être plus de recadrage. Donc voilà, à partir de 8, ça devient compliqué sans animateur ou sans maîtresse ou sans quelqu'un qui va venir encadrer votre travail. S'il y a quelqu'un à côté de vous, un animateur, un instituteur ou quoi que ce soit, peut-être que vous pouvez vous permettre d'aller au-delà, 10, 12. 12, pour moi, c'est le chiffre maximum qui reste acceptable. Au-delà de 12, ça devient compliqué. Vous pouvez avoir des enfants agités et l'effet de groupe va faire que ça va entraîner les autres et vous allez finalement devoir faire pas mal de discipline au détriment de votre pratique sophrologique. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Donc en gros, pour faire court, entre 6 à 12, 6 étant parfait, 8 réalisable, 10 c'est encore jouable et 12 c'est vraiment un grand maximum. Alors, Laurence, je vais intervenir prochainement en centre de loisirs auprès d'enfants du CP au CM2. Quel cadre proposer en début de séance? Faut-il mélanger les âges de 5 à 12 ans ou bien faut-il les regrouper par âge? Il y a deux questions, je réponds à la deuxième en premier. Est-ce qu'il faut mélanger les âges de 5 à 12 ans? Personnellement, je ne le ferai pas, parce qu'entre 5 et 12 ans, il y a tellement d'écart de maturité, d'expression des ressentis, de goût, de centre d'intérêt, que ça va être compliqué de capter tous les enfants si c'est tout mélangé. L'idéal, c'est d'avoir vraiment de les regrouper par âge. On va dire 5, 6, 6, 7, 8, 9, enfin voilà, éventuellement 2 années qui se suivent, mais franchement, 5 à 12 ans, c'est dommage parce que vous allez peut-être proposer des choses qui vont parler aux enfants de 5 ans et qui du coup ne parleront plus du tout aux enfants de 12 ans. Ensuite, quel cadre faut-il proposer en début de séance? Eh bien ça, c'est hyper important. Face à des groupes d'enfants, eh ben, il est évident que vous avez besoin de poser un cadre. Personnellement, je fixe des règles dès la première séance. Et ces règles, je les rappelle et je les fais rappeler en chaque début de séance par le groupe. Parce que j'ai remarqué qu'au début, je ne faisais pas et que le cadre n'était pas forcément respecté. Donc dans le cadre, j'ai envie de dire, c'est à vous de fixer les règles qui sont importantes pour vous. Personnellement, il y a
la sécurité, donc ne pas aller jouer sous les tables, sous les chaises, ne pas faire du mal aux autres, ne pas abîmer le matériel. Il y a le respect, donc ça rejoint ne pas se taper, ne pas s'insulter. Parce que voilà, tout ça je l'ai créé parce que j'ai vu que ça arrivait. Ne pas se bagarrer. Et surtout, dans le respect, il y a écouter les autres. Donc écouter la sophrologue, mais écouter les autres enfants quand ils parlent et que c'est à leur tour de prendre la parole. Voilà, donc il y a la sécurité, le respect, la bienveillance, et puis j'ajoute la confidentialité, voilà, en proposant de ne pas sortir du groupe, tous les échanges qu'on a dans le groupe, en leur disant que c'est une bulle dans laquelle ils peuvent s'exprimer en confiance. Ah, peut-être que vous rajouterez d'autres règles, en tout cas ce cadre, c'est important de le poser dès le début et de le rappeler systématiquement. J'espère que ça répond à votre question, Laurence. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Comment fait-on quand on a... Donc, Lauriane, comment fait-on quand on a un enfant... Quand un enfant, n'arrive pas et ne veut pas formuler d'objectif et qu'on a juste les parents qui fixent un objectif qui est, du coup, le leur. Intéressant. Si l'enfant ne veut pas formuler d'objectif, déjà j'aurais tendance à me poser la question, est-ce qu'il veut venir vous voir? Parce que généralement, l'enfant va venir à la demande de son parent, on est bien d'accord. Par contre, il faut qu'il soit un minimum volontaire pour venir vous voir, sinon, franchement, vous allez perdre votre temps et ça va servir à rien. Donc ça, c'est déjà la base. Peut-être qu'il ne veut pas formuler d'objectif, mais qu'il veut quand même poursuivre un accompagnement en sophro. Bon, c'est déjà bien. Ensuite, il faut essayer de creuser. Est-ce qu'il ne veut pas formuler d'objectif parce qu'il n'y arrive pas? Auquel cas, vous avez peut-être des supports pour vous aider. Je sais pas, les cartes par exemple. Personnellement, j'utilise beaucoup les émoticartes. Et peut-être qu'en utilisant des cartes rouges, donc qui correspondent à des émotions désagréables, et en lui présentant ces cartes et en lui demandant, tiens, est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti récemment qui était désagréable, il va vous dire, j'ai ressenti de l'angoisse, de la peur, de la tristesse. Et de là, vous pouvez peut-être lui demander, est-ce que tu as envie que ça change ou pas? Est-ce que tu as envie de te sentir mieux? Comment est-ce que tu aimerais te sentir, toi? Et là, vous pouvez peut-être, avec les émoticartes, utiliser les cartes jaunes, qui sont des émotions agréables. Et peut-être que ça va l'amener tranquillement à se rendre compte que c'est possible que ça change, et à l'aider à formuler avec des mots un peu plus précis un objectif. Voilà, si vraiment l'enfant n'y arrive pas, mais qu'il veut venir vous voir, s'il est d'accord avec l'objectif de ses parents, ce qui arrive souvent, dans ce cas-là, vous garderez l'objectif des parents si tout le monde est d'accord pour ça. Voilà, Lauriane, j'espère avoir donné quelques éléments de réponse à cette question tout à fait intéressante. Ensuite, Audrey, je travaille avec des groupes. Oui, donc j'en ai un petit peu parlé. Je ne travaille pas en école à proprement parler. Je travaille pour le centre de loisirs, donc non pas avec l'éducation nationale, mais j'ai un contrat avec la mairie de la ville dans laquelle j'interviens. Bonsoir, donc Lauriane toujours. Comment fait-on quand un enfant est en opposition et est réticent? Ah, génial, ça c'est un bon défi. Forcément qu'il y en a, c'est sûr et certain. J'ai envie de dire, quand un enfant est réticent, il faut être très flexible et très adaptable, avoir des plans B, déjà. S'il vous dit non, j'ai pas envie de faire ça, il va falloir que vous ayez des plans B à lui proposer. Et peut-être que ça va être intéressant de le faire parler, et non pas vous de proposer des choses, mais plutôt que ce soit l'enfant qui propose des choses. Donc, ok, je vois que tu ne veux pas faire ça, dis-moi. Qu'est-ce que tu voudrais faire alors? Il vous propose quelque chose et peut-être que vous allez réussir à l'adapter en version sophrologique pour que ça devienne finalement une pratique qui puisse lui faire du bien. Après, réticent, j'ai envie de dire que c'est avec l'alliance, plus vous allez aller dans son sens, plus vous allez réussir à construire une alliance et moins il sera réticent. Mais là encore, ça va demander
de l'adaptabilité, de la flexibilité, de la souplesse, de l'écoute, surtout de l'écoute. En fait, j'ai remarqué qu'avec un enfant en opposition et réticent, il faut surtout pas se braquer, sinon ça ferme complètement l'alliance. Au contraire, il faut réussir à rester ouvert, ne pas le prendre personnellement. Et proposer toujours. Proposer, 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 comme si l'enfant finalement ne faisait pas preuve d'opposition. Et c'est pas toujours simple. Est-ce que c'est le centre de loisirs qui me rémunère ou les parents? Eh bien, c'est la mairie qui me rémunère. Donc j'ai un contrat avec la mairie et c'est la mairie qui me paye. Voilà. Ce ne sont pas les parents, du coup. Pour Audrey. Pour Nadine, les enfants, aussi bien en individuel qu'en groupe, te tutoient-ils? Leur proposes-tu? Oui. En fait, moi j'ai un principe que je valide avec mes clients qui est jusqu'à la majorité, donc on va dire jusqu'à 17 ans, je demande si je peux les tutoyer. S'ils sont d'accord, je les tutoie, sinon je les vous vois. Et en échange, je leur dis que eux aussi peuvent me tutoyer s'ils le souhaitent. Voilà, c'est mon fonctionnement à moi. Et par principe, voilà, je me dis à partir de 18 ans, la majorité, et bah par défaut, je les vous vois. Sauf si on me demande de tutoyer, voilà, j'accepte de tutoyer. Mais bon, j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut, du moment que vous posez la question et que votre client il est d'accord, soit pour être tutoyé, soit pour être vous voyez, peu importe. Micheline, comment débuter une séance? C'est une bonne question, mais elle est très très vaste cette question. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce que vous attendez sur débuter une séance? Est-ce que vous parlez plutôt de l'anamnèse avec les parents ou avec l'enfant? Est-ce que vous parlez plutôt de la pratique? Voilà, ça mérite d'être un petit peu creusé pour que je vous réponde voilà, plus précisément que ça. Pour Karine, est-ce que j'ai des jeux et des histoires à conseiller en particulier? Oui, oui, oui. J'en ai plein. En fait, depuis 4 ans, j'ai des enfants. Pour certains, c'est les mêmes qui reviennent d'année en année, puisque je les ai de la grande section au CM2. Donc j'ai dû me renouveler d'année en année, renouveler mes techniques, renouveler mes comptes. Donc j'en ai pléthore maintenant. Beaucoup que j'ai créés, des histoires. Des jeux, j'en ai également énormément, des techniques ludiques. Certaines que j'ai créées au fil du temps, d'autres que j'ai apprises et que j'ai adaptées d'une manière ludique. J'essaie de retrouver la question. Et donc des histoires à conseiller, enfin des jeux, des histoires à conseiller, j'en ai plein. Moi, je suis aussi formatrice en sophrologie et ça fait l'objet d'une de mes formations, voilà, qui est sophrologie et enfants de 5 à 11 ans, pardon. Et bien dans cette formation-là, je propose de découvrir et d'expérimenter un certain nombre de vivances, jeux, techniques ludiques, mouvements, chants, musique, contes. Voilà, ça fait partie de cette formation-là. Et sinon, par rapport aux histoires, eh bien oui, puisque avec Nadine qui est là en ligne ce soir, qui est à la fois une amie depuis 30 ans, une collègue sophrologue spécialisée aussi sur les enfants, eh ben, nous avons créé toutes les deux un e-book qui a pour vocation d'aider les sophrologues souhaitant exercer avec les enfants. Dans cet e-book, il y a 20 sophrocontes qui correspondent aux besoins qui sont fréquemment rencontrés par les enfants, justement. Comme par exemple évacuer son agitation, se calmer, se détendre, se concentrer, s'endormir facilement. Voilà, donc ça a été fait cet été, c'est tout neuf. On est très fiers de l'avoir sorti, cet e-book. On espère vraiment qu'il va être un support utile pour les sophrologues ou pour les thérapeutes qui souhaitent pratiquer auprès des enfants. Parce que j'en conviens que ce n'est pas évident de se renouveler de séance en séance et d'année en année. J'espère que ça répond un petit peu à votre question pour Karine. Non, c'était peut-être pas Karine. Si, c'était Karine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les thèmes que je propose à l'année pour Angie?
Les thèmes de séance, j'imagine. Eh bien, on va retrouver une découverte de la sophrologie, on va retrouver une thématique autour de la détente, du calme, du recentrage, de la confiance en soi. Voilà, dans les grandes thématiques pour faire vraiment dans les grandes lignes. Pour Corinne, est-ce que depuis le Covid, j'ai plus d'enfants qui viennent me voir? Non, pas forcément. Disons que ça va, ça vient, c'est par vague. J'ai pas forcément plus d'enfants qui viennent par rapport au Covid. Par contre, j'en ai certains qui viennent et qui ont des angoisses qu'ils n'avaient pas avant le Covid. Voilà. Donc c'est plutôt dans la qualité que c'est différent, mais pas tant dans la quantité à cause du Covid. Ben, pas de souci, NJ, je vous en prie. Comment débutez-vous une séance de groupe au centre de loisirs pour Claire? C'est vrai, cette première séance, comment elle se passe? Eh bien, je me présente, je leur dis qui je suis, je leur dis ce qu'est mon métier, je leur demande s'ils savent à quoi ça sert. Généralement, ils ont déjà quelques idées. Donc, je complète ensuite ces idées-là en leur donnant les bienfaits de la sophrologie que ça pour eux. Voilà. Ensuite, je fixe les règles, donc le cadre dont on a parlé tout à l'heure, très important. Et puis, dès la première séance, on pratique. Donc, on a des exercices ludiques avec du mouvement. Et puis ensuite, il y a déjà un premier compte qui leur permet de découvrir la sophrologie et de se détendre. Et puis en fin de séance, comme dans toutes les séances, il y a un temps d'échange autour des ressentis qui peut se faire à la fois verbalement et puis qui peut se faire sous la forme de dessin avec feutre, crayon, feuille, tout ça à l'appui. Voilà pour faire dans les grandes étapes de ma première séance de groupe en centre de loisirs pour Claire. Lauriane, bonne question. Tes ateliers en centre de loisirs, est-ce que c'est toujours sous forme de jeu, de conte? Ça ne ressemble en rien aux procédures IFS. Si, tout à fait. En fait, c'est exactement le même schéma de séance, c'est-à-dire que j'ai une anamnèse, des relaxations dynamiques, une sophronisation et une phénodescription. C'est juste que, eh ben forcément, il faut que ce soit adapté d'une manière ludique pour les enfants. Donc, ce qu'on va faire en RD, relaxation dynamique, c'est ce que je vais appeler des jeux, parce que c'est tourné d'une manière ludique. Et la sophronisation, eh ben, avec un enfant, ça va être un conte sophronique. Mais c'est exactement le même schéma de séance. C'est juste qu'à l'intérieur, parfois, il y a des techniques qui sont un peu plus ludiques et un peu plus, on va dire, je sais pas, un peu plus récréatives, si on peut dire ça comme ça, dans les relaxations dynamiques pour que ça capte leur attention. Par exemple, il y a des choses où on va pouvoir euh, comment danser, voilà. C'est ce que j'inclus dans une relaxation dynamique, même si en effet on va pas apprendre une RD où on danse à l'IFS par exemple. J'espère que ça répond à votre question. Tout ça pour dire que non, hein, mes séances n'ont pas rien à voir avec les procédures, bien au contraire. C'est plutôt le contenu finalement qui est beaucoup plus varié que ce qu'on peut apprendre à la base. Pour Émilie, qu'utilises-tu comme type de support pour la phénodescription? Très simple, que ce soit en individuel ou en groupe. Personnellement, je leur propose de s'exprimer verbalement. S'il y a besoin de les aider à verbaliser des ressentis justement ou des émotions, pardon, j'utilise souvent les émoticartes pour les aider. Tiens, est-ce que tu peux me dire ce que tu as ressenti en sélectionnant dans ces cartes-là? Si je vois que l'enfant a des difficultés, j'essaye de l'aider en lui proposant des options. Par exemple, est-ce que tu peux me dire dans ton corps si tu sens que c'est plutôt lourd ou c'est plutôt léger? Est-ce que tu ressens que c'est plutôt chaud ou c'est plutôt froid? Est-ce que tu sens que c'est plutôt tout tendu comme le spaghetti dur ou tout mou comme le spaghetti cuit? Et si vraiment l'enfant ne veut pas parler ou n'arrive pas à parler, eh bien je propose qu'il s'exprime sous une autre forme, comme un dessin, soit en lien avec la séance, ce qu'il a imaginé pendant la visualisation par exemple, soit un autre dessin s'il le souhaite, parce que
bah, il y a des enfants qui ont envie de dessiner, mais qui n'ont pas du tout envie de dessiner ce qu'ils ont vécu dans la séance. Et c'est libre et c'est très bien comme ça. Il m'arrive d'utiliser des modèles de visage, par exemple un visage, juste une tête, un contour de tête dessiné, et de demander à l'enfant de dessiner son expression à l'issue de cette séance. Donc il va faire les yeux, il va faire la bouche, est-ce qu'il va faire un sourire ou pas, voilà. Ça peut aider aussi. Et puis parfois, il m'arrive d'utiliser des sortes de mandalas, qui sont des mandalas très simples, que je trouve sur Internet, et qui sont des mandalas en lien avec le conte que j'ai raconté juste avant. Voilà, du coup, ça laisse plusieurs possibilités pour que les enfants s'expriment en phénodescription. Pour Caroline, bienvenue au club. Bonsoir Sarah, lundi j'ai fait ma première séance avec des grandes sections, ils étaient très en forme. Aurais-tu des conseils pour les canaliser? Pour la visualisation, ils étaient morts de rire à chaque mot. Ah, j'imagine que ça a dû être une sacrée expérience, un peu déroutante. Bon, c'est normal. C'est normal, c'est très déstabilisant, mais c'est tout à fait normal. Alors déjà, je ne sais pas combien ils étaient. Je ne sais pas si il y avait quelqu'un aussi pour encadrer un peu ce groupe-là ou pas, ou si c'était vraiment freestyle. Des conseils pour les canaliser, bah ça va pas se faire en une séance déjà. Ça va se faire en plusieurs séances, c'est tout un processus. Donc il faut pas s'étonner si dès la première séance c'est encore hyper speed. Et puis je pense qu'en réussissant à les capter avec des techniques ludiques où ça bouge, en fait il va falloir que ça bouge en début de séance. Surtout ne pas les laisser assis et leur pratiquer des relaxations dynamiques assis, c'est pas possible. Donc, quitte à marcher, sauter, courir, parler à voix haute, voire même crier, et ben, il faut que ça décharge en début de séance et vous allez voir qu'après, logiquement, ils vont avoir envie de se poser parce qu'ils seront un peu fatigués. Et du coup, ils seront peut-être plus réceptifs pour la visualisation. Après, est-ce qu'ils étaient morts de rire à chaque mot parce que, je sais pas, parce que ça leur parlait pas, parce que c'était quelque chose qui, je sais pas, qu'ils ont tourné en dérision, je sais pas dire. Mais si le conte est en adéquation avec les goûts de leur tranche d'âge, donc là ils ont quoi? Grande section, 5 ans. Logiquement, ça devrait les capter au fur et à mesure des histoires. En groupe ouvert pour Laurence, est-ce que tu crées une séance avec un thème différent à chaque fois? Euh, Ça dépend. Vu que moi je reçois les mêmes enfants d'année en année, ou quasiment, oui, au bout d'un moment, je crée des thématiques de séances différentes. Mais c'est pas systématique. Par exemple, une séance avec une intention de se détendre ou de se calmer, j'ai beau les revoir d'une année sur l'autre, généralement il y en a toujours besoin. Donc cette intention de séance-là peut revenir. Par contre, il y a d'autres intentions de séance, se recentrer par exemple, que je garde pas forcément d'année en année, mais que je change au gré de leurs besoins. Est-ce que tu lis le conte sophrologique? Ça dépend. Généralement, oui, avec les enfants. Je me permets de le lire parce qu'il est assez détaillé et que je ne l'ai pas appris par cœur. Et puis d'ailleurs, j'ai pas du tout envie de l'apprendre par cœur, donc voilà. Même s'ils me demandent pourquoi tu as un papier, mais je leur dis bah voilà, c'est l'histoire que j'ai écrite pour vous aujourd'hui et que je vous raconte. C'est pour ça que j'ai mon papier. Ça pose aucun problème. Claire, les enfants repartent-ils avec leur phénodescription, s'il y a un dessin, ou les conservez-vous? Eh bien moi je leur dis, si vous voulez me donner votre dessin, ce serait avec plaisir pour ma collection de dessins. Si vous voulez le garder, vous pouvez très bien le garder. C'est vous qui choisissez. Des fois, je suis un petit peu triste parce qu'il y a des super dessins qui repartent, mais c'est pas grave, je peux pas les forcer à me les donner. Ok, Caroline, tu étais seule, donc je comprends que ça a dû être une sacrée première expérience. Bonne mise en condition. Mais tu vas voir que tu vas réussir à trouver des parades et que de séance en séance, ça ira mieux. Alors,
Lauriane, est-ce que tu construis un protocole avec objectif et progression pour ces séances de groupe? Vu que moi j'ai des groupes ouverts, j'ai un protocole qui correspond plutôt à une phase curative, puisque je n'ai pas toujours les mêmes enfants de la première à la dernière séance. Donc j'ai un objectif, il y a une progression, mais cette progression est assez relative et ça reste plutôt dans le domaine de la phase curative. Si vous avez un groupe fermé, avec toujours les mêmes enfants, vous aurez votre protocole avec un objectif et une progression en effet qui va être correspondante à la phase curative pour évacuer des choses et à une phase préventive pour développer, stimuler des capacités. Pour Audrey, ta formation de base IFS et as-tu fait le module complète pour les enfants? Alors, si je comprends bien cette question, c'est est-ce que j'ai suivi la spécialisation enfance de l'IFS? Enfin, en tout cas, c'est ça que je comprends. La réponse est non. Quand j'ai voulu me spécialiser sur les enfants, j'ai suivi plusieurs modules. La formation initiale, enfin la formation originelle de sophrologie ludique qui comporte 3 niveaux. J'ai fait à ce jour le niveau 1 et très prochainement je vais faire le niveau 2. C'est une formation qui a été élaborée, je ne veux pas vous dire de bêtises pour ne pas mixer leurs noms, par Claudia Sanchez et Ricardo Lopez, je crois que c'est ça, qui sont colombiens et qui ont suivi leur formation avec Monsieur Caicedo. Voilà. Ensuite, j'avais suivi la formation enfant sur Bien Relax, qui m'avait permis aussi d'avoir d'autres outils. Formation très intéressante. Et puis, je crois que c'est tout. Et puis ensuite, il y a eu l'expérience qui m'a fait me spécialiser sur les enfants. Comment fais-tu, pour Lauriane, comment fais-tu une anamnèse de groupe pour connaître les ressources des enfants? C'est compliqué de faire une anamnèse de groupe, je ne le fais pas. Donc soit je les questionne sur leur centre d'intérêt ou j'écoute ce qu'ils disent quand ils discutent ou quand ils jouent sur les centres d'intérêt qu'ils ont. Par exemple, les activités du moment, les super-héros du moment, tout ça. Soit avant de faire mon compte, en ma prochaine séance, je leur pose la question. Voilà. Je leur demande, par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas? Je tâte un petit peu le terrain. Et puis, bien souvent, dans les comptes, eh ben, ce sera aussi l'utilisation de ressources universelles. Ça marche même pour les enfants. Alors, pour Lilou, ouais, j'ai déjà répondu à cette question. Bon, j'y réponds une deuxième fois, très rapidement. Pour combien d'enfants conseilles-tu de prendre au maximum au début? Donc je disais, 6 c'est confortable, 8 ça reste tout à fait jouable, 10 ça commence à faire beaucoup et 12 c'est un grand maximum. D'autant plus si vous n'avez pas de personnel encadrant avec vous et que vous êtes seul avec les enfants. Voilà, grosso modo de 6 à 12 maxi. Pour ma part, hein, si vous arrivez à en prendre 15, eh ben super, tant mieux. Penses-tu que l'on peut suivre les enfants sans avoir fait de formation spécialisée autour de l'enfant? C'est une bonne question. C'est ce que j'ai fait au démarrage, pour être honnête. Je ne l'ai pas fait tout de suite, ma spécialisation enfant, et rapidement je me suis sentie quand même en difficulté parce que l'accompagnement des enfants demande une telle adaptabilité, une posture bien différente et une adaptation des exercices tellement différente avec les adultes que personnellement je me suis rapidement sentie déstabilisée et pas du tout à l'aise. Donc moi je conseillerais de se spécialiser directement pour avoir les outils et pour se sentir à l'aise et légitime et y aller. Voilà. Mais au pire, vous pouvez tester sans avoir la formation de spécialisation et vous verrez bien ce que ça va donner. Alison, bonsoir. Est-ce que tu préfères faire des animations de groupe ou des suivis
individuel? Eh ben ça, c'est une bonne question. En fait, j'aime bien faire les deux. J'aime bien la variété, en fait. Donc, si je devais faire que des séances de groupe, au bout d'un moment, j'en aurais un peu marre. Et si je devais faire que des suivis individuels, bah, j'en aurais aussi un peu marre. Donc, ce que j'aime bien, c'est les deux. C'est l'équilibre entre les deux. Pas plus l'un que l'autre. Lauriane, oui, j'ai remarqué qu'il est impossible de tenir les PPI, PPT préconisés avec l'enfant, donc les temps de silence. Est-ce que toi aussi tu raccourcis les pauses phoniques? Oui, grand oui, ça fait partie des adaptations indispensables à faire parce que les enfants y parlent et que vous pouvez pas faire des pauses qui vont durer 7 à 10 secondes. Ce n'est pas possible. Donc oui, c'est généralement beaucoup plus court que pour un adulte. Est-ce que, pour Laurence, est-ce que je suis des enfants TDAH ou TSA? Ça m'arrive, mais je ne suis pas spécialisée sur ces troubles-là. Donc, quand vraiment je sens que c'est pas pour moi, je renvoie vers des sophrologues qui ont cette spécialisation-là. Parce que c'est encore d'autres paramètres à prendre en compte et j'ai pas forcément tous les outils. Alors, pour Audrey, comment gères-tu la prise de parole entre les enfants? Bonne question. Généralement, les enfants, ils vont se couper la parole. Il y en a un qui va parler pendant que l'autre parle, donc ça veut dire qu'il va falloir cadrer, cadrer et cadrer. Donc ça veut dire qu'avant, je leur ai bien dit, c'est comme à l'école ici. Quand quelqu'un veut parler, il lève la main. Et quand quelqu'un parle, on l'écoute. Et on parle chacun son tour. Généralement, il y a besoin de recadrer et de rappeler cette consigne très souvent. Mais ce que vous pouvez faire pour vous y aider, c'est peut-être avoir un bâton de pluie ou un objet que vous donnez à l'enfant qui a la parole. Et c'est beaucoup plus simple comme ça, c'est-à-dire tant que j'ai l'objet, le bâton de parole ou autre chose, c'est que je parle et que tout le monde écoute. Et ensuite, l'objet passe de main en main et puis voilà. Chacun parle seulement quand il a l'objet. Généralement, ça aide. Alors, pour Domina, combien de temps, j'essaie de retrouver la question, combien de temps dure une séance en fonction de chaque âge? Intéressant. Pour des enfants assez jeunes, on va dire 4-5 ans, on a à peu près 30 minutes de pratique, pas plus. Dans pratique, j'inclus une courte anamnèse, des relaxations dynamiques, un conte et une phénodescription sous la forme d'un dessin, par exemple. 30 minutes en moyenne. Pour des enfants qui vont avoir de 6 à 10 ans, on peut être sur du 45 minutes de pratique, en moyenne, hein. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Vous allez vous adapter en fonction de la capacité de l'enfant, enfin la capacité d'attention de l'enfant que vous avez. Il y a des enfants de 4 ans qui peuvent faire une séance de 45 minutes. Il y en a d'autres de 10 ans qui ne pourront pas. Mais grosso modo, c'est ça, entre 30 à 45 minutes de pratique en fonction de l'âge. Alors, est-ce qu'il nous reste des questions? Ok. Donc, vous avez fait où votre formation auprès des enfants Nadège? Donc, j'ai répondu à cette question. Déjà, je l'ai faite chez Sophrologie ludique, niveau 1. Il y en a 3 niveaux. J'ai fait le 1, bientôt le 2. Donc avec les personnes qui ont été formées par Monsieur Caicedo. Si vous tapez Sophrologie ludique, vous allez tomber sur leur site. Il y a différentes sessions à différents endroits en France. C'est vraiment hyper intéressant. Et j'ai aussi été formée chez Bien Relax pour le public des enfants. Alors, Lauriane, en individuel, est-ce qu'il t'arrive de laisser l'enfant parler pendant l'exercice, dire ce qu'il voit, ce qu'il sent? Est-ce que tu le laisses bouger aussi dans l'espace? J'essaie de retrouver la question parce que ça bouge.
Investir l'espace. Oui, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire taire un enfant. Il a besoin d'ouvrir les yeux souvent, de dire en live ce qu'il ressent, ce qu'il voit, et bah on le laisse. Tant que ça dure pas 10 minutes, vous le laissez. Si ça dure trop longtemps ou si ça digresse, là vous allez recadrer. Est-ce que tu les laisses bouger aussi, investir l'espace? Oui, dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire un enfant pendant le conte ne va pas rester forcément comme ça, il va se remettre assis, parfois il va se relever, il va changer d'endroit. Je le laisse du moment que ça l'empêche pas d'écouter. Les enfants que j'ai vus pour le moment ont tout le temps la bougeotte, par exemple, il va se tourner sur la chaise du bureau pour la sophro logique, normale. Adaptez-vous à ça. Tous les enfants, ce sera la même chose. Pas de problème. C'est normal qu'ils bougent. Quand je suis en groupe et qu'on est dans le conte, il y en a même qui veulent marcher pendant le conte. Pourquoi ne pas les laisser marcher si ça leur fait du bien, si c'est la posture qui leur va du moment qu'ils restent calmes, c'est-à-dire qu'ils ne perturbent pas l'ensemble du groupe en les gênant, les dérangeant, etc., il n'y a pas de souci si ça ne les empêche pas de se concentrer. Et oui, j'espère que c'est rassurant, parce que tout ce que vous vivez, c'est normal. Laurence, une séance avec un ado, 14-16 ans, sera proche-t-elle des séances enfants ou bien adultes? Ça dépend de l'ado en question. J'aurais tendance à dire qu'à cet âge-là, ça se rapproche plus d'une séance avec un adulte, mais tout va dépendre de son niveau de maturité. Généralement, avec des ados, on va dire entre 12 à 15, je me permets quand même d'avoir des exercices assez ludiques, un peu plus ludiques qu'avec les adultes, mais un peu moins enfantin, si on peut appeler ça comme ça, qu'avec un enfant. Ça va être un savant équilibre à trouver là entre les deux. Pour une classe de CM2 de 25 enfants, pour Claire, donc une classe encadrée par l'instituteur, il serait judicieux de faire deux groupes. Sachant que tous les élèves doivent rester dans la salle, je peux convenir avec l'instituteur d'une activité pour l'autre groupe. Oui, je pense que c'est pertinent de faire deux groupes si c'est une possibilité qu'il y a dans cette école. Voilà, à voir avec eux. S'il y a une possibilité d'activité à côté qui ne perturbe pas la séance, eh ben, c'est parfait. S'il n'y a pas, il n'y a pas, il faudra s'adapter. Mais bon, 25 enfants, c'est beaucoup. Après, il y a l'instituteur à côté, donc il est possible que le cadre soit maintenu un peu plus facilement. Mais franchement, dans l'idéal, j'aurais tendance à dire deux groupes, c'est plus facile. Alison, exerces-tu dans les écoles? Si oui, quelles difficultés as-tu rencontrées? Non, pas dans les écoles. J'ai voulu, pendant longtemps, exercer dans des collèges, écoles, lycées. J'ai eu cette possibilité dans le public, mais on m'a proposé de faire des séances à titre gracieux. Et du coup, parce qu'il n'y avait pas de budget, et du coup, vu le travail que ça demande, j'ai refusé ces propositions-là. Voilà. J'aimerais bien exercer dans les écoles, mais c'est pas évident d'y rentrer. Néanmoins, j'exerce en centre de loisirs et du coup, bah, j'ai déjà rencontré pas mal de difficultés en centre de loisirs. Voilà, par exemple, poser le cadre, faire garder le cadre, capter l'attention des enfants, renouveler mes séances, renouveler mes jeux. Tout un tas de difficultés auxquelles j'ai fait face pendant 4 ans là, qui sont vraiment très riches en apprentissage. Je regarde s'il reste des questions ou si j'ai répondu. C'est dommage, la vidéo coupe beaucoup. Mince. Pourtant, ma connexion, elle a l'air à peu près ok. Bon, j'espère que ça coupe beaucoup. Pas pour tout le monde. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de regarder cette histoire de réseau là en parallèle pour être sûr que tout le monde reste là. Chez moi en tout cas, chez les autres, je sais pas. Ça coupe pas. Bon. Alors, Nadège,
comment trouver l'inspiration pour les contes? C'est vous qui les créez. J'en ai créé un certain nombre. Un certain nombre. Alors, comment trouver l'inspiration? Ben, dans les super-héros, dans les jeux des enfants, dans les ressources universelles, dans vos idées à vous. Tout doit être source d'inspiration finalement. Dans vos enfants, si vous avez des enfants. Euh, Et puis, quand j'étais à court d'inspiration, bah voilà, j'ai recherché d'autres thèmes sur Internet. Voilà, l'inspiration, on la trouve toujours à partir du moment où on a en nous encore cette part d'enfant. Vous savez, la part qui est encore curieuse, ouverte sur le monde, spontanée, joueuse, tout ça. Plus vous allez la redévelopper, cette part, plus vous allez retrouver l'inspiration pour vos contes. Et comme j'en parlais au début de ce live, ben, c'est justement pour ça, pour aider des sophrologues qui ont du mal à trouver de l'inspiration pour des contes, nous avons élaboré avec une collègue qui est en ligne ici, qui s'appelle Nadine Atmani, un e-book de 20 sophrocontes pour les enfants, qui justement a pour vocation d'être un support d'aide aux sophrologues qui veulent exercer auprès des enfants. Et c'est des super histoires qu'elle a écrites, qu'on a adaptées ensemble et qui parlent forcément aux enfants parce que ça fait marcher leur imaginaire, ça va parler de leurs héros, d'endroits dans lesquels ils vont voyager. Voilà. Eh bien Laurence, je suis ravie si c'est une grande aide pour vous. Super, merci. Alors, Audrey, j'en suis désolée que le réseau ne soit pas super. J'espère que malgré tout, ça aura apporté quelques éléments de réponse et puis peut-être que le replay sera d'une qualité acceptable. Lauriane, je me pose souvent la question de l'entraînement à la maison pour l'enfant et le rôle des parents dans cet entraînement. Les parents s'inquiètent car l'enfant ne fait pas pile comme la carte envoyée et mettent la pression à l'enfant pour faire ses exercices tous les jours. Oh, ce qui est contre-productif. Comment fais-tu pour responsabiliser les enfants et que les parents ne mettent pas trop leur grain de sel? Eh bien, déjà à la fin de la première séance, quand l'enfant a déterminé son entraînement personnel, je partage l'info avec le parent et je précise bien qu'il ne s'agit pas de devoir et que ça ne doit pas être une injonction. Voilà. Je leur dis qu'ils peuvent éventuellement amener cette solution-là s'ils sentent que leur enfant est en difficulté et qu'ils ne pensent pas à pratiquer. Et que si ça aide l'enfant, c'est bien, si ça l'aide pas, c'est tout. On n'insiste pas. Parce qu'en effet, plus on insiste et moins ça fonctionne. Donc en fait, je me suis un peu assouplie aussi sur la question de l'entraînement à la maison pour les enfants. Parce que déjà que pour un adulte, c'est pas toujours évident. Donc pour un enfant, c'est encore moins évident. J'ai remarqué aussi que plus j'assistais mes clients dans leur entraînement personnel, plus j'envoie des emails avec les mémos des exercices, plus j'envoie des fiches, plus j'envoie plein de tonnes de documents, moins ils pratiquent. Donc je pense que pour un enfant, c'est peut-être mieux de le responsabiliser dès la fin de séance, non pas en lui donnant une fiche, mais plutôt en lui disant tu m'as dit que tu voulais refaire le pompage des épaules, à ton avis, tu veux le refaire quand, où, pourquoi est-ce que tu comptes le refaire exactement? Bon, bah, je compte le faire dans ma chambre, quand je suis en colère, je sais pas, après une dispute avec mes parents par exemple. D'accord. Est-ce que tu te souviendras comment le faire? Je sais pas. Alors montre-moi. Comment tu vas le faire? Et là, il vous montre l'exercice. Il l'intègre en vous le montrant. Il y a de fortes chances qu'il ait plus besoin du mémo et que ce soit enregistré dans sa tête. Et hop, il s'est responsabilisé. Quitte à lui dire à la fin de la séance, eh ben tiens, regarde, on va noter tout de suite là. Hop, et tu repars avec. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Lauriane, parce que c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, je préviens aussi les parents qu'il est pas de, enfin, il n'est pas de leur ressort de donner des devoirs ou d'imposer l'entraînement aux enfants. Alors, pour Angie et pour Lauriane, l'e-book, c'est un e-book PDF qui a donc 20 histoires
que vous trouvez sur mon site internet. Je peux éventuellement vous mettre un lien là ou plus tard dans le commentaire. Je vais regarder ce qu'on peut faire là. Et donc, c'est un e-book de 35 ou 40 pages qui est au tarif de 15 €. Quand vous l'achetez, vous recevez directement le PDF. Dans ce PDF, vous avez accès aux 20 comptes. Je vais vous mettre le lien parce que je l'ai sous les yeux. Tac. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que soit vous êtes libre de les utiliser tels quels, soit vous êtes libre de les prendre, de les réadapter, de les modifier pour que ça corresponde parfaitement aux besoins de l'enfant que vous accompagnez. En tout cas, il est fort probable que ça vous fasse gagner du temps dans la conception de vos séances et surtout que ça élargisse un peu vos idées, votre créativité. Donc non, ce ne sont pas des audios, ce n'est entre guillemets que du texte, mais c'est déjà largement suffisant pour vous permettre d'animer votre séance ensuite. Alors, il nous reste encore, allez, 5 minutes. 5 petites minutes pour répondre à des dernières questions s'il y en a. Donc, je refais un petit tour au-dessus pour voir si j'ai pas raté des questions. Non, je crois que j'en ai pas raté. Si c'est le cas, vous me dites. Et s'il n'y a plus d'autres questions, et bah du coup on s'arrêtera là. Donc comme je vous disais, je ne prétends pas avoir réponse à tout, ni même la vérité universelle sur la pratique de la sophro auprès des enfants. Néanmoins, j'ai quand même appris de mon expérience de certaines erreurs que j'ai pu faire par le passé. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de partager mon expérience avec vous et en espérant que ça puisse vous éviter de faire ces mêmes erreurs ou faire en sorte que vous sentiez à l'aise et légitime pour pratiquer avec les enfants. Alors, Lauriane, avec ses contes, en fait, l'enfant n'est pas le héros de l'histoire. Ça passe par des personnages imaginaires et l'enfant arrive à le vivre pour lui, à s'identifier. Ça dépend des contes. Généralement, l'enfant va être le héros de l'histoire. Ça passe pas forcément par des personnages imaginaires. C'est souvent lui le personnage principal de l'histoire qui va faire quelque chose ou aller dans un endroit. Du coup, il va s'identifier très facilement et il va le vivre pour lui, justement. Eh bien, merci à vous. Une dernière question. Je vais prendre la dernière question de Lily. Bonsoir. Comment présentez-vous la sophrologie aux enfants? Ben déjà, avant de leur présenter, je leur demande s'ils savent ce que c'est. Et ensuite, je leur dis que c'est une méthode qui va leur permettre de se sentir bien, de réussir à être détendu, prendre un moment pour eux de pause, pour recharger les batteries. Souvent, j'utilise la métaphore du téléphone portable. Quand il a plus de batterie, bah, il s'éteint. Bah, c'est un peu pareil avec nous. Quand on va être en sophrologie, c'est un peu comme si on allait recharger les batteries et après, vous allez avoir encore plus d'énergie. Et puis, je leur dis qu'on va faire des jeux. Je leur dis, voilà, en début de séance, on parlera quelques minutes pour que vous puissiez dire comment vous vous sentez. Ensuite, on fera des jeux. Dans les jeux, on va respirer, on va bouger, on va détendre le corps. Ensuite, il y aura toujours une histoire que j'ai créée pour vous et qui sera là pour que vous passiez un bon moment, que vous imaginiez des choses agréables. Et puis à la fin de la séance, eh ben, on discutera pour que vous puissiez dire comment vous vous êtes senti, comment c'était dans le corps, dans les émotions et dans la tête. Voilà grosso modo pour la présentation dans les grandes lignes de la sophro que je peux faire aux enfants. Et donc pour Nadine, la prochaine session de formation pour les 0-3 ans. On ne parle pas de sophrologie, on parle plutôt de relaxation. Ce sera le lundi 3 octobre. Et pour les 5 à 11 ans, ce sera le lundi 7 novembre. Avec une option de replay pour des personnes qui veulent venir mais qui ne sont pas dispo. Eh bien, il y a aussi la possibilité d'avoir le replay. Voilà. Merci à vous. Super, Alison. Ben, bonne spécialisation enfant. Je suis contente si ça a été instructif. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette pratique-là. Même chose pour Lauriane, pour Audrey, pour Natacha. Donc voilà, Natacha, j'ai répondu à la question logiquement à l'instant pour les prochaines dates.
Et merci à vous d'avoir été là. Dernière question. Allez, il est 27, j'en prends une dernière. Je vois qu'il y en a une là de Natacha. Non, c'est pas de Natacha, pardon, c'est de... Hmm, j'essaie de la retrouver parce que ça bouge du coup sous les yeux. Je la retrouve plus. Mince. Laurence, oui, en début de séance, je pratique l'exercice, enfin la technique de la météo intérieure, très efficace pour qu'ils expriment des ressentis. C'est devenu le rituel de chaque début de séance, je le garde, les enfants l'attendent et je me rends compte au fur et à mesure des années que ça les aide énormément à verbaliser leur état interne du moment. Eh bien, je retrouve plus la dernière question, mais c'est pas grave. Bon, bah voilà, pile poil. 21h30 ou quasiment. Ben merci, merci à vous d'avoir été là. Ah si, j'avais retrouvé. Quel retour faites-vous aux parents si l'enfant ne veut pas partager sa séance? Alors déjà, sur cet engagement de confidentialité, dans la première séance, je le dis clairement à l'enfant et aux parents qu'en aucun cas je ne pourrais dévoiler le contenu de mes échanges avec l'enfant, puisque tout ça est confidentiel entre lui et moi, et que ce sera donc l'enfant qui choisira ce qu'il souhaite partager ou pas avec ses parents. Donc déjà, c'est très clair. Donc en fin de séance, si le parent est trop intrusif, bah, je rappelle cet engagement-là de confidentialité et je préviens le parent que moi je ne lui donnerai que l'intention de la séance, les exercices pratiqués et l'entraînement qui a été décidé par l'enfant, mais que le reste ça dépendra de l'enfant et de ce qu'il veut partager ou pas. Et c'est comme ça. Et quand c'est posé dès le début, les parents acceptent totalement et ils comprennent. Bien. Allez, une dernière pour la route. Pour Sandra, est-ce que j'ai un modèle de lettre pour proposer mes services dans les écoles? Oui. Forcément, j'ai écrit pas mal de courriers, donc j'ai plein de lettres voilà, que je mets pas à disposition parce que j'ai mis un certain temps à les faire. Mais oui, oui, bien sûr, des lettres, j'en ai pléthore. Même si c'est pas tant ça qui m'a fait rentrer dans des établissements, finalement, c'était au-delà des lettres, c'était plus le réseau et d'aller rencontrer les gens en face à face. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Merci à tout le monde. Le replay de ce live, il va être dispo sur la page de l'événement. Je le partagerai aussi sur la page du groupe. Je suis désolée si j'ai pas pu répondre à toutes les questions. S'il y en a d'autres, le groupe est fait pour ça. Donc sentez-vous libre d'y poster vos questions. Peut-être que moi ou d'autres personnes pourront y répondre et voilà, on va continuer de s'enrichir de nos expériences respectives. Donc surtout, n'hésitez pas à les poser vos questions. C'est pour ça que j'ai créé le groupe justement. Voilà. Et ben merci. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je reste dispo. Moi, s'il y a besoin, vous pouvez me contacter en message privé ou par n'importe quel moyen. Je vous répondrai. Merci à tout le monde. À bientôt. Bonne continuation dans votre pratique et belle soirée.